Marcus Devreux pensait être l'homme le plus puissant d'Atlanta. Costume sur mesure, Mercedes de luxe et une nouvelle femme trophée à son bras. Mais quand il est entré dans cette soirée et qu'il a vu un milliardaire embrasser son ex-femme, son empire de certitude s'est effondré en une seconde. Parfois, on ne réalise pas qu'on a perdu la guerre avant de voir quelqu'un d'autre gagner le territoire. Hello la famille! Bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne qui réveille, inspire et motive. Si tu aimes ce contenu, abonne-toi, like la vidéo et dis-moi en commentaire d'où tu me regardes. Merci! Ce soir-là, debout devant le miroir en pied de son appartement de Buckhead, dans le silence climatisé de ses 200 mètres carrés au 22e étage, il attachait les boutons de sa chemise en soie grise avec une précision presque mécanique. Sa nouvelle compagne, Tiffany Holloway, était assise sur le bord du lit derrière lui, les jambes croisées, vérifiant son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes. Elle portait une robe rouge sans qui lui coûtait plus que le loyer mensuel de beaucoup de ses amis, et ses cheveux tombaient en vagues parfaites sur ses épaules. « Tu es prête ?» dit-il sans se retourner, bouclant sa ceinture Hermès. « Je l'ai été avant toi », répondit-elle avec ce petit sourire qu'elle avait perfectionné, celui qui disait « Je suis là mais je n'ai pas besoin de l'être ». Marcus sourit légèrement dans le miroir. Il aimait sa chez Tiffany. Elle ne s'accrochait pas. Elle était belle, intelligente, travaillait dans la finance et ne lui posait pas de questions qui lui coûtaient quelque chose émotionnellement. Ils étaient ensemble depuis 4 mois, ce qui dans le calendrier personnel de Marcus représentait une relation longue durée. Il prit ses clés de voiture, son téléphone et regarda une dernière fois son reflet. Le costume était parfait. La soirée serait parfaite. Et il n'y avait aucune raison au monde pour que cette nuit se passe autrement que prévu. Il avait tort. Mais il ne le savait pas encore. La soirée était organisée dans la villa du docteur Raymond Okafor, l'un des cardiologues les plus respectés d'Atlanta, dont la maison à Cascade Heights était légendaire dans les cercles de la classe supérieure noire de la ville. Le genre d'endroit dont on parlait à l'église le dimanche matin, pas parce que les gens étaient jaloux, mais parce que la villa représentait quelque chose, une preuve que l'excellence noire n'était pas un concept abstrait mais une réalité en briques, en marbre et en jardin parfaitement entretenu. Une centaine d'invités minimum. Des avocats, des médecins, des entrepreneurs, des consultants, des gens qui avaient construit quelque chose à partir de rien et qui savaient exactement combien ça avait coûté. Atlanta était une ville particulière dans l'Amérique noire. Elle avait une histoire, des racines, une conscience collective que peu d'autres villes pouvaient revendiquer. Et dans cette Atlanta-là, celle des HBCUS, des héritages familiaux, des réseaux professionnels transmis de génération en génération, une réputation valait plus que n'importe quel salaire. Marcus connaissait tout cela. Il en faisait partie. Il avait grandi à Southwest Atlanta, fils d'un enseignant et d'une infirmière qui lui avaient appris que le monde ne vous donnait rien, que chaque porte s'ouvrait avec du travail et de la dignité. Il avait fait Morrows, puis Harvard Business, puis était revenu à Atlanta pour construire sa propre société de conseil en investissement. À 38 ans, il gérait un portefeuille qui donnait le vertige et employait 22 personnes. Ce que Marcus n'avait pas su construire avec la même précision, c'était son mariage. 3 ans. 3 ans avec Naomi Carter, devenue Naomi Devreux le temps d'une union qui avait commencé comme une grande histoire d'amour et s'était terminée dans ce silence lourd, douloureux, que les couples connaissent quand ils ont tout dit et que les mots ne servent plus à rien. Pas de cris. Pas de tromperie. Juste une distance qui s'était installée comme une mauvaise herbe dans un jardin bien entretenu, silencieusement, inexorablement, jusqu'à ce que le jardin ne soit plus reconnaissable. Le divorce avait été finalisé 18 mois auparavant. Et depuis, Marcus avait fait ce que les hommes comme lui font, il avait avancé. Il avait travaillé plus, ri dans les bonnes soirées, fréquenté les bonnes femmes, et s'était convaincu que la page était tournée. Il gara sa Mercedes noire devant la villa du docteur Okafor à 22 heures passées. Un voiturier prit ses clés. Tiffany glissa sa main dans le creux de son coude avec la naturelle élégance de quelqu'un qui sait exactement quel rôle jouer. Et ils entrèrent ensemble dans la lumière chaude de la soirée. Le hall d'entrée sentait les fleurs, le bois précieux et quelque chose d'indéfinissable qui ressemblait au succès. La musique, un mélange de néo-soul et de jazz moderne, montait doucement depuis le grand salon ouvert sur le jardin illuminé. Les conversations bourdonnaient. Des rires. Des verres qui tintaient. Marcus serra des mains, embrassa des joues, accepta les félicitations habituelles sur son dernier contrat qui avait fait 2 lignes dans l'Atlanta Business Chronicle. Tiffany joua son rôle avec perfection, dit les bonnes choses aux bonnes personnes, sourit au bon moment. Marcus la regarda faire et pensa. Elle est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. C'est à ce moment précis que la musique sembla baisser d'un cran.
Ou peut-être que c'était seulement dans sa tête. Il l'entendit avant de la voir. Son rire, ce rire particulier qu'elle avait, plein et libre, qui semblait toujours surpris de lui-même, comme si quelque chose venait de la faire rire malgré elle. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis 18 mois mais que son corps reconnut avant même que son cerveau ait eu le temps de traiter l'information. Il se retourna lentement. Naomi était là. Elle portait une robe vert émeraude qui tombait jusqu'au sol, à manches longues mais avec un dos largement décolleté, et ses cheveux naturels étaient rassemblés en un haut chignon orné de quelques petites perles dorées. Elle était toujours aussi belle, peut-être plus, avec quelque chose de différent dans sa posture, une assurance nouvelle, comme si ces 18 mois lui avaient ajouté quelque chose au lieu de lui en enlever. Marcus aurait pu gérer ça. Il s'était préparé à cette éventualité, mentalement. Atlanta était petite dans la haute société noire, et les mêmes cercles se recoupaient inévitablement. Il avait répété la scène dans sa tête, sourire poli, conversation de 5 minutes, bonne impression générale, et circuler. Mais Naomi n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme que Marcus reconnut immédiatement, et cette reconnaissance fut comme recevoir un seau d'eau glacée en plein visage. Elijah Banks. Elijah Damien Banks, pour être précis. Fondateur et PDG de Nexus Technologies, la société de cybersécurité qui avait été rachetée par un consortium international pour la somme astronomique de 1,3 milliard de dollars 2 ans plus tôt. Elijah Banks, dont la photo avait fait la couverture de Forbes Black Edition. Elijah Banks, 42 ans, les cheveux poivre et cils coupés courts, le visage régulier avec cette assurance tranquille que donne l'argent quand il n'a plus rien à prouver. Elijah Banks, qui était, d'après tous les réseaux professionnels d'Atlanta, l'un des hommes noirs les plus riches du sud des États-Unis. Marcus regarda l'homme se pencher vers Naomi et lui dire quelque chose à l'oreille. Naomi rit à nouveau, ce même rire, et posa brièvement une main sur le bras d'Elijah avec une familiarité qui était impossible à mal interpréter. Et puis, comme si la soirée avait décidé de se moquer ouvertement de lui, Elijah Banks se pencha et embrassa Naomi sur la joue, tendrement, possessivement, et Naomi pencha légèrement la tête vers lui dans ce geste imperceptible que font les gens heureux. Marcus Devereux, l'homme qui savait toujours où il allait, qui avait toujours un plan, qui n'avait jamais perdu le contrôle dans une salle professionnelle de sa vie entière, sentit ses pieds s'immobiliser sur le marbre poli du docteur Okafor. Il se figea. Tiffany, à côté de lui, sentit le changement immédiatement. Elle avait cette intelligence sociale des femmes qui ont appris à lire les hommes comme on lit la météo. Elle suivit son regard, vit Naomi, vit Elijah, et en moins de 2 secondes comprit l'essentiel de la situation. « Tu veux qu'on aille vers le jardin ?» proposa-t-elle avec ce calme de quelqu'un qui choisit ses batailles. « Non, » dit Marcus, et sa voix était parfaitement normale. « Trop normale, peut-être. »« Non, ça va. Viens. » Le problème avec les gens intelligents qui perdent le contrôle, c'est qu'ils ne le montrent pas. Ils sourient. Ils circulent. Ils acceptent un verre, le tiennent sans vraiment boire, hochent la tête aux conversations. Mais à l'intérieur, quelque chose tourne comme une turbine dans le rouge. Marcus s'était dit pendant 18 mois qu'il était passé à autre chose. Qu'il n'aimait plus Naomi de cette façon, que la distance émotionnelle qui avait tué leur mariage était définitive, que ce qu'il ressentait pour elle maintenant était au mieux une bienveillance neutre, au pire une légère culpabilité résiduelle pour les façons dont il avait parfois été absent. Il venait de découvrir que c'était un mensonge soigneusement cultivé. Ce n'était pas de la jalousie de la façon triviale du terme. Ce n'était pas l'ego blessé d'un homme qui voit son ex avec quelqu'un d'autre. C'était quelque chose de plus profond et de plus honnête, quelque chose qui ressemblait à la vérité trop longtemps évitée. Il n'avait jamais vraiment su ce qu'il avait perdu jusqu'à ce soir. Il ne la vit pas s'approcher. Il était en train de parler avec un associé potentiel quand il entendit sa voix derrière lui. Marcus. Un mot. Son prénom. Dans sa bouche. Il se retourna. Naomi se tenait à 2 mètres de lui, souriante mais pas performativement, avec cette honnêteté dans les yeux qu'il avait toujours aimée, ce refus de jouer la comédie que certains auraient appelé de la brusquerie mais que lui avait toujours lu comme une forme rare d'intégrité. Naomi, dit-il. Et sa voix était calme. Il en fut presque fier. Je suis contente de te voir, dit-elle, et elle semblait le penser. Tu vas bien? Très bien. Toi? Bien, oui. Un silence d'1 seconde, pas inconfortable mais chargé de toute leur histoire. Je te présente quelqu'un. Elijah, voici Marcus. Elijah Banks tendit la main avec cette aisance des gens qui n'ont jamais eu de raison de douter d'eux-mêmes. Sa poignée était ferme, son regard direct, sans animosité ni provocation.
Juste un homme qui serrait la main d'un autre. Marcus Devreux, dit Elia. J'ai lu l'article sur votre fonds d'investissement dans le Chronicle. Impressionnant. Merci. Nexus Technologies était une belle sortie, répondit Marcus. Professionnel. Lisse. Parfait. C'est le passé, dit Elia avec un sourire. Je travaille sur autre chose maintenant. Tiffany apparut à côté de Marcus à ce moment précis, glissant sa main dans la sienne avec un timing impeccable. Marcus fit les présentations. Naomi regarda Tiffany avec la même bienveillance tranquille qu'elle réservait à tout le monde, sans la moindre trace d'inconfort ou d'envie. Ce qui, bizarrement, était presque pire que si elle avait eu l'air jalouse. Les quatre restèrent ensemble exactement 7 minutes. 7 minutes de conversation de surface impeccable, sur la ville, sur un restaurant récemment ouvert à Ponce City Market, sur un ami commun qui venait de lancer une fondation. Et puis Naomi dit qu'elle devait retrouver leur hôtesse, sourit à tout le monde de manière égale, et repartit avec Elia qui posa une main légère dans son dos pour la guider. Marcus regarda ce geste pendant une fraction de seconde de trop. Tiffany le vit faire. Elle ne dit rien. La soirée continua. Marcus but 2 verres, parla à 12 personnes, rit au bon moment, échangea 3 cartes de visite et promit de rappeler 2 personnes la semaine suivante. De l'extérieur, il était exactement ce qu'il avait toujours été, l'homme qui savait où il allait. À l'intérieur, quelque chose s'était fissuré. Dans la voiture, au retour, Tiffany regarda défiler les lumières d'Atlanta sans rien dire pendant 5 bonnes minutes. Marcus conduisait les 2 mains sur le volant, les mâchoires légèrement serrées, fixant la route. « Elle est belle », dit Tiffany finalement. « Oui. » Et visiblement heureuse. Marcus ne répondit pas. « Marcus. »« Quoi ? » ?»« Tu peux me parler. Je ne suis pas fragile. » Il tourna la tête vers elle une seconde, puis revint à la route. « Tout va bien. »« Non, » dit Tiffany doucement, sans accusation. « Tout ne va pas bien. Et c'est correct. Mais ne me dis pas que tout va bien alors que clairement, ce n'est pas le cas. » C'était la chose la plus directe qu'elle lui avait jamais dite, et quelque chose dans sa voix ne lui laissait pas de porte de sortie. « Je ne savais pas qu'elle serait là, » dit-il finalement. « Je sais. Et je ne savais pas qu'elle fréquentait Elia Banks. Est-ce que ça change quelque chose ?» La question flotta dans l'air climatisé de la voiture un long moment. « Non, » dit Marcus. Et puis, plus doucement, « Je ne sais pas. » Tiffany hocha la tête lentement. Elle ne dit plus rien. Ce silence n'était pas hostile. C'était le silence de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose et qui prend le temps d'absorber cette compréhension. Quand il la déposa devant chez elle, elle l'embrassa sur la joue et dit « Dors bien. » Pas autre chose. Pas de scène, pas de larmes, pas de demande. Juste ces 2 mots et la porte de sa voiture qui se fermait avec le son discret des choses bien faites. Marcus rentra chez lui. Il ne dormit pas de la nuit. Ce qu'il fit, c'est s'asseoir dans son bureau, dans le noir, avec un verre de whisky qu'il ne finit pas, et il pensa. Il pensa vraiment pour la première fois depuis longtemps, de cette façon inconfortable et nécessaire qui ressemble plus à une chirurgie qu'à une réflexion. Naomi Carter avait 26 ans quand il l'avait rencontrée à une conférence organisée par la National Black MBA Association. Elle dirigeait déjà une petite ONG qui travaillait avec les jeunes des quartiers défavorisés d'Atlanta, pas parce que c'était tendance ou parce que ça faisait bien sur un CV, mais parce qu'elle venait de South Atlanta et qu'elle avait décidé très tôt qu'elle devait quelque chose à ces rues qui l'avaient formée. Marcus avait été frappé par 2 choses simultanément, sa beauté physique, évidente, et son refus absolu de se diminuer pour mettre les autres à l'aise. Elle débattait. Elle posait des questions difficiles. Elle n'était pas impressionnée par les titres universitaires ou les salaires quand elle considérait que l'argument derrière n'était pas solide. Il l'avait trouvée fascinante. Et pour la première fois de sa vie d'homme adulte, il avait eu peur d'une femme. Peur au sens noble, la peur du joueur qui sait que la partie qui commence est importante. Ils s'étaient fréquentés 10 mois avant de se fiancer. Marié à 29 ans pour elle, 32 pour lui. La cérémonie avait eu lieu au Hyatt Regency, 300 invités, et Marcus se souvenait de s'être dit en regardant Naomi descendre l'allée que c'était la décision la plus évidente et la plus terrifiante qu'il ait jamais prise. Les premières années avaient été bonnes. Pas parfaites, mais vraiment bonnes. Ils travaillaient tous les 2 comme des fous, elle développant son ONG qui était passée de 5 salariés à 23, lui construisant sa société de conseil. Ils s'encourageaient, se challengeaient, riaient beaucoup. Et puis, progressivement, quelque chose avait changé.
Marcus avait du mal à mettre le doigt dessus même maintenant, assis dans son bureau à 3 heures du matin. C'était tellement diffus, tellement progressif. Il avait commencé à travailler plus. Pas pour des raisons financières, il n'en avait pas besoin, mais parce que le travail était plus prévisible que les émotions, parce que dans le monde professionnel les règles étaient claires et les succès mesurables. À la maison, il était présent physiquement et absent autrement. Naomi le disait. Elle le disait avec des mots précis, sans cruauté mais sans gentillesse excessive non plus, parce que c'était sa façon d'être. Marcus, je te parle et j'ai l'impression que tu es ailleurs. Marcus, je t'ai demandé ce que tu voulais pour le dîner et tu m'as répondu par un email de travail. Marcus, on est censé partir en vacances dans une semaine et tu n'as même pas commencé à préparer. Il entendait. Il comprenait, intellectuellement. Mais quelque chose dans la mécanique de leur couple avait grippé et il ne savait pas comment le réparer. Alors il avait fait ce que les gens font quand ils ne savent pas comment réparer quelque chose d'important. Il avait prétendu que ce n'était pas si cassé. La thérapie de couple avait duré 6 mois. Une femme remarquable, la docteure Anita Moss, qui avait la patience d'un saint et la précision chirurgicale d'un avocat pour identifier les patterns de communication dysfonctionnels. Marcus avait participé. Il avait essayé. Vraiment essayé, ce qui était difficile pour lui parce que parler de ses émotions dans un cadre structuré allait à l'encontre de chaque instinct qu'il avait développé depuis l'enfance. Mais ce n'était pas suffisant. La dernière conversation vraiment honnête qu'ils avaient eue, 3 semaines avant que Naomi ne lui demande de signer les papiers de divorce, s'était passée dans leur cuisine un mardi soir. Naomi, debout contre le comptoir, une tasse de thé dans les mains, l'avait regardé avec ses yeux qui ne mentaient jamais et avait dit « Marcus, est-ce que tu veux vraiment sauver notre mariage, ou est-ce que tu veux sauver l'idée de notre mariage ?» Il n'avait pas su répondre. Et son silence avait répondu à sa place. Assis dans le noir de son bureau, 18 mois plus tard, Marcus comprit quelque chose d'essentiel qu'il avait évité pendant tout ce temps. La différence entre ces deux choses, sauver le mariage ou sauver l'idée du mariage, était précisément la raison pour laquelle il n'avait pas vraiment pleuré la fin de leur union. Il avait pleuré la forme. Le statut. La facilité d'avoir quelqu'un dans sa vie qui correspondait parfaitement au tableau qu'il s'était construit pour lui-même. Mais ce soir, en voyant Naomi rire à l'oreille d'Elia Banks avec cette liberté légère, en voyant la façon dont elle semblait occuper son propre corps avec une aisance nouvelle, il avait pleuré quelque chose de différent. Il avait pleuré elle. Naomi elle-même, pas sa fonction dans sa vie mais sa présence, sa voix, sa façon de penser, sa façon d'être au monde. Et cette découverte arrivait 18 mois trop tard. Ou peut-être pas. C'était là que son cerveau, malgré tous ses efforts pour rester raisonnable, commença à construire des scénarios. Il les chassa. Il alla se coucher. Il ferma les yeux. Mais ils revinrent. Le lendemain matin, Marcus fit ce qu'il faisait toujours quand quelque chose le dérangeait. Il courut. 6 kilomètres dans Piedmont Park, dans l'air frais d'une matinée d'octobre à Atlanta, avec les écouteurs vissés dans les oreilles et une playlist qui était censée lui vider la tête. Ça ne marcha pas. Ses pensées restèrent fermes comme des immeubles. Au bureau, à 9 heures, il était impeccable. Costume, café, agenda chargé. Sa secrétaire, Donna, une femme de 55 ans qui le connaissait depuis qu'il avait ouvert sa société et qui avait par conséquent développé une intuition presque maternelle sur ses humeurs, lui dit « Vous avez l'air fatigué ». Ce qui, dans la bouche de Donna, signifiait « Qu'est-ce qui se passe ?» Nuit difficile, dit-il. Les messages urgents d'abord. À 11 heures, entre 2 appels, il s'aperçut qu'il avait regardé le profil LinkedIn de Naomi pendant 7 minutes sans s'en rendre compte. Il ferma l'onglet. Il rouvrit l'onglet. Naomi Carter, désormais. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce, et ça aussi ça lui avait fait quelque chose quand il l'avait découvert. Son profil montrait qu'elle avait développé son ENG, maintenant rebaptisé Root et Wings Foundation, avec un financement qui avait triplé en 18 mois. Il y avait une photo d'elle lors d'une remise de prix, souriante, tenant un trophée, entourée d'adolescents en uniforme scolaire. Elle réussissait. Clairement. Brillamment même. Marcus ferma le profil pour de bon et appela son meilleur ami. Devon Richardson décrocha à la 2e sonnerie avec son habituel « Dis-moi ». Devon et Marcus se connaissaient depuis Morose. Devon était l'un de ces rares amis qui ne vous disait pas ce que vous vouliez entendre, ce qui l'avait rendu indispensable. Il était architecte, divorcé une fois lui aussi, père de 2 enfants en garde partagée et philosophe amateur à ses heures perdues. « J'ai vu Naomi hier soir », dit Marcus sans préambule. Un court silence. « D'accord », dit Devon.
Et elle était avec Elia Banks. Un autre silence, plus long celui-là. Elia Banks comme dans Le milliardaire Elia Banks. Le seul et l'unique. Merde, dit Devon, puis, reconnaissant. Pardon. Je veux dire, ça fait quoi de voir ça? Je ne sais pas encore. Marcus se leva, alla à la fenêtre de son bureau qui donnait sur le skyline d'Atlanta dans la lumière d'automne. Quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. C'est-à-dire. Devon. Marcus. Ne me force pas à le dire. Tu vas devoir le dire à un moment ou un autre, dit Devon, avec cette patience tranquille qu'il avait développée avec les années. Autant que ce soit avec moi. Marcus ferma les yeux une seconde. Je pense que je l'aime encore. Silence. Ou que je l'ai toujours aimé, continua Marcus. Et que j'ai passé 18 mois à me convaincre du contraire parce que c'était plus simple. Devon ne dit rien pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était douce mais directe. Marcus. Vous avez divorcé. Elle a refait sa vie. Elle semble heureuse. Je sais. Et toi tu as Tiffany. Je sais. Alors qu'est-ce que tu attends de cette conversation? Je ne sais pas. Marcus rouvrit les yeux, regarda Atlanta. Peut-être juste, de quelqu'un qui confirme que je ne suis pas fou. Tu n'es pas fou, dit Devon. Mais tu es peut-être en retard. Ce mot. En retard. Il resta avec Marcus toute la journée, comme un caillou dans une chaussure. La semaine suivante fut étrange. Marcus travailla normalement, vit Tiffany une fois pour dîner dans un restaurant de Midtown où leur conversation fut agréable et nettement moins profonde que d'habitude. Tiffany était trop intelligente pour ne pas sentir le décalage, mais trop fière pour le formuler directement. Ils se dirent bonsoir sur le trottoir avec un baiser qui durait 2 secondes de moins que d'habitude. Ce que Marcus fit ensuite, il saurait plus tard le qualifier d'erreur ou de nécessité selon l'humeur du jour. Il appela Naomi. Il attendit un jeudi soir à 20h, le timing de quelqu'un qui a réfléchi au moment idéal sans vouloir l'admettre. Elle décrocha à la 3e sonnerie. Marcus. Sa voix était neutre. Pas froide. Juste neutre, dans la façon de quelqu'un qui attendait cet appel sans vraiment savoir ce qu'il signifiait. Bonjour Naomi. Désolé de t'appeler sans prévenir. C'est correct. Comment tu vas? Bien. Bien. Il s'arrêta. Réalisa qu'il n'avait pas vraiment préparé ce qu'il allait dire au-delà du premier mot. J'espère que la soirée de samedi s'est bien passée pour toi. Oui, c'était agréable. Raymond est toujours un hôte parfait. Un silence. Et toi, dit-elle. Tiffany m'avait l'air bien. Elle est bien, oui. Nouveau silence. Naomi ne l'aidait pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle avait appris pendant 3 ans de mariage et 18 mois de divorce que Marcus avait besoin de ses propres mots et qui substituer les siens à elle ne servait à rien. Je voulais juste te dire que, je suis content de t'avoir vue, dit Marcus finalement. Et que tu avais l'air bien. Heureuse. Je le suis, dit Naomi simplement. Tant mieux. Il s'arrêta à nouveau. Elia Banks. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Une microseconde d'hésitation. Quelques mois, dit-elle. Ça se passe bien. Je suis content pour toi. Merci, Marcus. Sa voix était douce mais sans équivoque. Vraiment. Il y avait dans sa voix quelque chose de fermé, pas hostilement mais définitivement, comme la porte d'une maison à laquelle on a changé la serrure. Pas pour vous mettre dehors, mais parce que la maison appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Prends soin de toi, dit-il. Toi aussi. Bonne nuit. Elle raccrocha la première. Marcus posa son téléphone sur la table et regarda le plafond de son appartement pendant un long moment. Quelque chose venait de se finaliser, quelque chose que le divorce avait théoriquement réglé 18 mois auparavant mais qui n'était réellement terminé que maintenant, dans cette conversation de 3 minutes. C'est Devon qui l'avait dit, en retard. Il avait compris qu'il aimait encore Naomi le soir où il l'avait vue avec un autre homme. Ce timing, cette façon typiquement humaine de n'apprécier une chose que quand elle est perdue, était d'une banalité presque comique. Sauf que pour Marcus Devreux, l'homme qui planifiait tout, qui maîtrisait tout, qui avait élevé la prévisibilité au rang d'art de vie, cette banalité était une gifle. Il appela Devon. Elle était avec Elia Banks parce qu'elle va bien, dit Marcus sans introduction. Je sais. Et j'ai été absent pendant des années.
Je sais ça aussi. J'avais quelqu'un d'extraordinaire et j'étais tellement concentrée sur le tableau que je voulais avoir que j'ai raté la peinture réelle. Marcus. Quoi? C'est bien de comprendre ça. Vraiment. Mais là, maintenant, la question c'est pas Naomi. La question c'est, qu'est-ce que tu veux faire de cette compréhension? Marcus réfléchit. Je ne sais pas encore. C'est une réponse honnête. C'est déjà quelque chose. Après cette conversation, Marcus mit son téléphone en silencieux et sortit marcher. Atlanta la nuit avait une texture particulière. Les néons des restaurants de Midtown, l'air qui portait encore la chaleur de l'été indien, les voitures, les rires depuis les terrasses. Il marcha pendant 1 heure sans destination, juste pour le mouvement. Ce qu'il ressentait était complexe et il n'allait pas le simplifier. Il aimait encore Naomi, oui. Il avait réalisé ça trop tard, oui. Naomi avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre et semblait heureuse, oui. Et lui, de son côté, était dans une relation avec Tiffany qui ne méritait pas d'être utilisée comme thérapie de remplacement. Ces vérités ne s'annulaient pas entre elles. Elles coexistaient, inconfortablement mais honnêtement. La prochaine chose à faire, la seule chose intellectuellement et moralement juste, était de parler à Tiffany. Il l'invita à dîner le samedi soir dans un restaurant tranquille de Virginia Island, loin des cercles habituels où il risquait d'être vu et interrompu. Tiffany arriva en robe bleu marine, les cheveux lâchés, et commanda un verre de vin blanc avec la nonchalance de quelqu'un qui sait que la conversation qui vient ne sera pas facile et qui a décidé de la vivre avec grâce. Marcus parla directement. C'était la seule façon qu'il connaissait vraiment. « Je dois être honnête avec toi sur quelque chose. » Tiffany le regarda dans les yeux. « Je t'écoute. » La soirée de la semaine dernière m'a fait réaliser quelque chose. Sur mon mariage précédent. Sur ce que je ressens encore, ou ce que je pensais avoir laissé derrière moi. Il s'arrêta. Je ne suis pas en train de te dire que je vais faire quelque chose de stupide ou essayer de récupérer quelqu'un qui n'est plus disponible. Je suis en train de te dire que je ne suis pas à la place où je pensais être, émotionnellement. Et tu mérites quelqu'un qui l'est. Tiffany ne dit rien pendant ce qui parut être une longue minute. Elle tourna son verre de vin entre ses doigts. « Est-ce que tu l'aimes encore ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Marcus. « Pas de la façon dont ça devrait affecter ma relation avec toi, dans un monde idéal. Mais oui. » Un autre silence. « Je t'apprécie pour cette honnêteté, » dit Tiffany finalement. Vraiment. Beaucoup d'hommes n'auraient pas eu ce courage. Elle prit une gorgée de vin. Et non, Marcus. Je ne vais pas faire semblant que ça ne fait pas mal un peu. Mais tu as raison. Je mérite quelqu'un dont le cœur est entièrement disponible. Ils terminèrent quand même leur dîner. Pas par politesse feinte, mais parce que c'était la façon civile et respectueuse de clore quelque chose qui avait été réel, même si imparfait. Ils parlèrent d'autre chose. Ils rirent même 1 ou 2 fois. À la fin de la soirée, Tiffany lui tendit la joue. Il l'embrassa. Elle dit « Bonne chance, Marcus ». Et elle voulait dire quelque chose de sincère avec ces mots. Seul dans son appartement, Marcus Devereux fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps, peut-être depuis les jours difficiles qui avaient précédé la signature du divorce. Il s'assit et il pleura. Pas longtemps. Pas spectaculairement. Juste quelques minutes dans le silence de sa vie construite avec soin, en deuil de la version de lui-même qui avait cru que le contrôle suffisait à tout. Les semaines suivantes furent utiles, dans ce sens précis que les difficultés peuvent être utiles quand on leur permet de faire leur travail. Marcus ne chercha pas à contacter Naomi à nouveau. Il avait dit ce qu'il avait à dire, elle avait été claire, et il respectait assez ces 2 vérités pour ne pas les ignorer. Ce qu'il fit, en revanche, c'est travailler sur lui. Pas de la façon performative qu'il avait pratiquée autrefois, lisant des livres de développement personnel dans des avions d'affaires sans vraiment changer quoi que ce soit. Il reprit rendez-vous avec un thérapeute, un homme cette fois, le docteur James Afolabi, un Nigérian américain de 60 ans avec des lunettes rondes et une manière d'écouter qui rendait le silence confortable. Leurs premières séances furent inconfortables pour Marcus dans la façon exacte que la thérapie doit être inconfortable. Elle le forçait à regarder des choses qu'il avait organisé sa vie pour éviter. « Parlez-moi de votre père », dit le docteur Afolabi lors de la 3e séance. Marcus résista l'envie de regarder sa montre. Son père, Winston Devereux, était un homme bon. Un homme qui avait élevé ses 2 fils avec discipline et dignité, qui avait toujours payé ses factures, qui n'avait jamais frappé sa femme ni ses enfants, qui était allé à l'église tous les dimanches et avait dit à ses fils que l'éducation était la seule chose qu'on ne pouvait pas leur prendre.
Mais Winston Devereux n'avait jamais dit à ses fils qu'il les aimait. Pas en mots directs. L'amour se démontrait par les actions, par la présence, par les sacrifices. Les mots étaient pour les gens qui ne savaient pas faire autrement. Mon père était un bon père, dit Marcus. Et il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il ressentait. Et vous avez appris de lui. Marcus regarda le docteur Afolabi. Vous êtes assez prévisible dans vos conclusions. Le docteur Afolabi sourit tranquillement. Les vérités le sont souvent. Ce n'était pas une révélation de thérapie télévisée. Marcus savait tout cela, d'une certaine façon. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et le laisser descendre jusqu'à l'endroit où ça change vraiment quelque chose. Au fil des semaines, quelque chose se déplaça en lui. Lentement. Imperceptiblement, comme les plaques tectoniques. Mais réellement. Un mois après la soirée chez le docteur Okafor, Marcus reçut un email professionnel de la fondation Root et Wings de Naomi, sollicitant des conseils sur une stratégie de levée de fonds. L'email avait été envoyé par la directrice des opérations de la fondation, une certaine Keisha Thompson. Et Marcus comprit que Naomi n'avait probablement pas rédigé l'email elle-même ou peut-être que si et que c'était simplement de la démarche professionnelle normale dans un réseau professionnel commun. Il répondit. Professionnellement, complètement, avec toute son expertise. Sans sous-texte. 2 jours plus tard, il reçut un mail de Naomi directement. 2 lignes. Keisha m'a montré ta réponse. Merci pour ta générosité. C'est très utile. Et c'était tout. Il relut ces 2 phrases 4 fois avant de poser son téléphone. 6 semaines après la soirée, Marcus organisa un petit déjeuner de networking auquel il avait invité une douzaine de professionnels du secteur philanthropique d'Atlanta. Il le faisait régulièrement. C'était sa façon de connecter des gens entre eux, une habitude altruiste qui était aussi honnêtement une façon de maintenir son réseau vivant. Il invita, après une longue hésitation, Naomi Carter. Elle accepta. Le petit déjeuner avait lieu dans la salle de conférence de son cabinet, un vendredi matin. 12 personnes autour d'une table ronde, café, viennoiserie, et conversation substantielle sur le financement du secteur non-profit à Atlanta. Marcus était dans son élément. Il animait bien, savait relancer les conversations, créer les connexions entre les gens. Naomi arriva à l'heure, s'installa entre 2 personnes qu'elle ne connaissait pas et dans l'heure qui suivit, Marcus observa la façon dont elle prenait toute la place nécessaire dans une conversation sans jamais prendre plus que ce qui lui revenait. Elle écoutait vraiment les autres. Elle posait des questions précises. Elle partageait ses expériences sans se mettre en avant, juste pour l'utilité que ces expériences pouvaient avoir pour quelqu'un d'autre. Il l'avait oublié, ça. Comment elle était avec les gens. Cette attention authentique, ce désir réel de comprendre et de connecter. Ou peut-être qu'il ne l'avait pas oublié. Peut-être qu'il l'avait simplement cessé de voir, pendant les années de mariage où il avait arrêté de la regarder vraiment. Quand tout le monde eut parti, Naomi resta 1 minute supplémentaire pour aider à débarrasser les tasses, ce qui n'était pas du tout obligatoire et que personne d'autre n'avait fait. Marcus la rejoignit dans la petite cuisine attenante. Ils se retrouvèrent côte à côte à rincer des tasses dans un silence qui était différent de tous les silences qu'ils avaient partagés depuis le divorce. Pas tendu. Pas performatif. Juste, humain. Merci de m'avoir invité, dit Naomi. Merci d'être venu. Marcus s'arrêta, chercha ses mots. Naomi, je voulais te dire quelque chose. Elle le regarda. Attendit. Je sais que l'appel téléphonique d'il y a quelques semaines était pas tout à fait neutre de ma part. Il posa la tasse qu'il tenait. Et je voulais m'excuser si ça a créé un inconfort quelconque. Naomi considéra cela un moment. Ça ne m'a pas mise mal à l'aise, dit-elle finalement. Ça m'a surtout dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre, d'une certaine façon. C'est-à-dire. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec cette précision qui lui était caractéristique. Que les choses que j'ai vécues pendant notre mariage n'étaient pas des projections de ma part. Que ce que je disais être absent, l'était vraiment. Elle ne le disait pas avec amertume, juste avec cette factualité tranquille qui avait toujours été sa façon d'aborder les vérités difficiles. Ça aide pour avancer, d'avoir ça confirmé. Marcus hocha la tête lentement. Je suis désolé, dit-il. Vraiment. Pour l'absence. Pour les fois où tu me parlais et que j'étais ailleurs. Naomi le regarda pendant un long moment. Je l'accepte, dit-elle. Et je veux que tu saches que moi aussi, il y avait des façons dont je ne savais pas comment être dans ce mariage. Des façons dont j'aurais pu tendre la main différemment.
Ce n'est jamais juste d'un côté. Le docteur Afolabi lui avait dit quelque chose lors de leur dernière séance qui lui revint à cet instant. La réconciliation ne signifie pas nécessairement le retour en arrière. Parfois, elle signifie simplement permettre à quelqu'un de partir dans la paix plutôt que dans la guerre. « Comment va Elia » demanda Marcus, et il fut surpris lui-même par l'absence de douleur dans la question. Juste de la sincérité. Un léger sourire de Naomi. « Bien. C'est quelqu'un de bien. » « Je ne doute pas. » Elle prit son sac sur la chaise. « Marcus, je suis contente qu'on soit capable d'avoir cette conversation. »« Moi aussi. »« Prends soin de toi. Et soigne ta prochaine relation. Tu as beaucoup à donner quand tu es vraiment là. » Elle sortit. Marcus entendit la porte principale de son cabinet se fermer doucement derrière elle. Il resta dans la petite cuisine un moment, les mains posées à plat sur le comptoir, regardant par la fenêtre le ciel bleu d'Atlanta. Elle avait raison. Il avait beaucoup à donner. La question n'avait jamais été sa capacité à aimer mais sa volonté à se laisser être vue dans cet amour, à sortir de la position sur de l'homme qui gère tout et à permettre à quelqu'un d'autre de le toucher vraiment. Cette réalisation ne résolvait pas tout. Elle n'effaçait pas les années d'absence, ne reconstruisait pas le mariage, ne changeait pas le fait que Naomi était avec quelqu'un d'autre et semblait bien. Mais elle donnait à Marcus quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, une direction honnête. Il reprit ses activités dans l'heure qui suivit, rappela 2 clients, signa un contrat, organisa sa semaine. Mais quelque chose dans sa posture avait légèrement changé, imperceptible pour n'importe qui d'autre mais réel pour lui. Un relâchement dans les épaules. Une respiration un peu plus profonde. Le changement ne vint pas en une seule nuit ou en une seule conversation. Il vint sur plusieurs mois, progressivement, dans la façon dont Marcus commença à interagir différemment avec les gens autour de lui. Plus présent. Moins dans sa tête. Plus enclin à laisser une conversation arriver là où elle voulait arriver plutôt que vers où il l'avait planifiée. Donna, sa secrétaire, le lui dit un matin de février avec son directness habituel. « Vous avez l'air différent ces derniers temps. Plus détendu. » Elle réfléchit une seconde. « C'est bien. » Devon le remarqua aussi, lors d'un dîner avec leurs amis communs à East Atlanta Village. « Tu ris plus vite, dit-il, dans un murmure pendant que les autres étaient en conversation. C'est une mauvaise chose. Absolument pas. Devon but une gorgée de bière. Mais tu devrais peut-être sortir à nouveau. Pour de vrai cette fois. Pas pour remplir quelque chose. Marcus y pensa. Il ne se précipita pas. Il n'était plus dans cette urgence silencieuse de combler les espaces. Ce qui arriva ensuite arriva naturellement, comme arrivent les choses quand on cesse de forcer. Une conférence en mars sur le financement des entreprises à impact social. Marcus y était comme conférencier. Une femme dans la salle, pendant la session de questions-réponses, posa une question précise et bien construite sur les métriques d'évaluation d'impact. Il lui répondit, et quelque chose dans la qualité de la question lui fit remarquer la personne qui la posait. Son nom était Simone Adjei. 34 ans, fondatrice d'une entreprise qui développait des solutions éducatives technologiques pour les jeunes des quartiers sous-desservis d'Atlanta. Ghanéenne américaine, née à Decatur, revenue à Atlanta après des études à NYU. Elle avait un regard direct et un sens de l'humour sec qui émergea lors du cocktail qui suivit, quand Marcus lui dit que sa question était la meilleure de la session et qu'elle répondit « Je sais. Je me prépare. » Il rit. Vraiment, pas politiquement. Ils parlèrent pendant 40 minutes debout avec des verres à la main, sur leurs travaux respectifs, sur Atlanta, sur la relation entre le secteur privé et le secteur social, sur un livre qu'ils avaient tous deux lu et avaient des avis divergents sur son importance. La conversation allait dans toutes les directions et ne semblait pas avoir envie de s'arrêter. Quand le cocktail se termina et que les gens commencèrent à partir, Marcus lui dit « Est-ce que vous voudriez continuer cette conversation autour d'un café cette semaine ?» Simone le regarda, avec ce regard qui évaluait honnêtement ce qui était proposé et la façon dont c'était proposé. « Oui, dit-elle simplement. » Ils se retrouvèrent le jeudi suivant dans un café de Ponce City Market. 2 heures de conversation. Puis une semaine plus tard, un dîner. Puis d'autres dîners. Marcus était présent d'une façon qu'il n'avait pas su être pendant son mariage, attentif au sens réel du terme, curieux d'elle sans agenda, capable de parler de lui sans se défendre ni se minimiser. Simone était différente de Naomi dans sa façon d'être au monde, moins dans l'émotion directe exprimée, plus dans l'humour et la pensée systémique. Mais elle avait la même qualité d'intégrité, cette même absence de performance qui lui avait d'abord attiré Naomi.
Ce n'était pas un remplacement. Marcus était assez lucide pour faire la distinction. C'était quelque chose de nouveau, construit avec un Marcus qui était lui-même différent de celui qui avait épousé et perdu Naomi. 6 mois après la soirée chez le docteur Okafor, Marcus était assis dans le bureau du docteur Afolabi pour ce qui allait être leur avant-dernière séance de leur série de travail. « Vous êtes arrivé ici avec une question non formulée », dit le docteur Afolabi avec ses lunettes rondes et son calme inébranlable. « Pouvez-vous maintenant la formuler ?» Marcus réfléchit. « J'étais venu pour savoir si j'avais raté quelque chose d'irréparable. » Et la réponse. « J'ai raté le moment où Naomi et moi aurions pu changer la trajectoire de notre mariage. » C'est vrai. Et c'est irréparable dans ce sens-là. Il fit une pause. Mais ce que je n'avais pas raté, c'est la possibilité de devenir quelqu'un qui ne fait plus cette erreur. Le docteur Afolabi hocha la tête une fois. Pas pour valider mais pour indiquer qu'il avait entendu. « Et quelque chose d'autre » demanda-t-il. « Oui. » Marcus regarda par la fenêtre du cabinet, la rue en bas, les arbres d'Atlanta au début du printemps. J'ai appris que l'amour n'est pas une capacité statique. C'est quelque chose qu'on choisit d'exercer ou pas. Et j'avais arrêté de l'exercer sans même m'en apercevoir. Pourquoi? Parce que l'exercer signifiait être vulnérable. Et j'avais peur de l'être. Peur de quoi précisément? Marcus sourit légèrement. D'avoir besoin de quelqu'un. De dépendre de quelqu'un pour quelque chose d'important. Il regarda le docteur Afolabi. C'est assez banal, je sais. Les vérités le sont souvent, dit le docteur Afolabi, répétant exactement ce qu'il avait dit lors de leur 3e séance, et Marcus reconnut la répétition intentionnelle avec quelque chose comme de la gratitude. Un soir de mai, 5 mois après les faits, Marcus se retrouva à une autre soirée, une petite réunion chez Devon pour son anniversaire, une quinzaine de personnes dans l'appartement de Ponce de Léon Avenue. Naomi était là aussi, avec Elia Banks, et Marcus était là avec Simone. Les 4 se croisèrent pendant la soirée avec la naturelle complexité des gens qui partagent une histoire et qui ont choisi d'en faire quelque chose de vivable. Naomi et Simone échangèrent quelques mots près du buffet et Marcus, de l'autre côté de la pièce, les regarda et remarqua que ni l'une ni l'autre ne jouait un rôle particulier. Elles étaient juste 2 personnes qui se rencontraient pour la première fois et qui trouvaient des points de contact dans leur vie respective. Elia Banks vint vers Marcus un moment après, un verre à la main, avec cette assurance tranquille que Marcus avait d'abord lue comme de la condescendance et qui était simplement la façon d'être d'un homme à l'aise dans sa propre peau. « Votre conseil sur la restructuration fiscale des ONG a eu l'air utile, » dit Elia. « Naomi m'en a parlé. » Marcus leva un sourcil légèrement surpris. « Ça m'a fait plaisir de contribuer. »« Elle parle de vous avec beaucoup de respect, » dit Elia simplement, sans la moindre trace de provocation. « C'est bien. De savoir que les gens qui comptent dans la vie de quelqu'un sont des gens bien. » C'était une phrase remarquablement directe et remarquablement généreuse à la fois. Marcus reconnut sa nature. « Naomi mérite des gens bien autour d'elle, » dit Marcus. Et il le pensait sans douleur. Les 2 hommes levèrent leur verre légèrement dans un toast sans mots, et la conversation continua sur autre chose. Simone, qui avait observé l'échange de loin, vint le rejoindre quelques minutes plus tard et glissa sa main dans la sienne. « Ça va » demanda-t-elle. « Oui » dit Marcus. Elle le regarda une seconde, évaluant la sincérité de la réponse. Elle trouva ce qu'elle cherchait. « D'accord » dit-elle. « Alors viens, Devon veut nous faire la démonstration de son nouveau barbecue et j'ai besoin d'un témoin parce que personne ne me croira si je décris ça seul. » Marcus sourit, ce sourire qui venait du bon endroit, et ils traversèrent ensemble la pièce remplie de rire et de musique et de vie qui se croisaient dans la chaleur d'une nuit de mai à Atlanta. Ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était plutôt un endroit dans la milieu d'une, un endroit où un homme avait appris assez pour continuer différemment. Atlanta continuait de tourner. Les cercles se recoupaient. Les histoires s'entrelaçaient. Et Marcus Devereux, l'homme qui avait toujours su où il allait, avait finalement appris quelque chose de plus important, comment être là où il était. La ville brillait par les fenêtres de l'appartement de Devon, ce mélange de lumière que seul Atlanta sait produire dans la nuit tiède du sud. Et quelque part dans cette lumière, dans cette soirée ordinaire parmi les gens qu'il aimait, Marcus sentit quelque chose se mettre en place, pas avec le bruit d'une porte qu'on claque mais avec la douceur tranquille d'une chose qui trouve enfin sa juste place. Il y a des leçons que la vie vous enseigne avec de la grâce, et il y en a d'autres qu'elle vous enseigne en vous faisant passer par la chambre la plus difficile de la maison. Marcus Devereux avait traversé sa chambre difficile. Et de l'autre côté,
Il y avait Atlanta, il y avait Simone, il y avait Devon qui brûlait probablement quelque chose sur son barbecue. Et il y avait cette version de lui-même, plus vraie, plus présente, plus humaine. C'était assez. C'était même, dans tous les sens importants du terme, beaucoup.